Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés sur cette IFG Live. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Laurent Serafini, donc qui est CEO de Velours International, un groupe français expert en gestion des risques et intelligence stratégique. Donc Laurent, je vous laisserai vous présenter juste après. Et donc aujourd'hui, la thématique, c'est internationalisation des entreprises, comment gérer vos risques, vos crises et sécuriser vos investissements. Donc, avant de commencer, de vous laisser la main, donc on va être ensemble environ 50 à 60 minutes. L'objectif de ce webinaire, c'est qu'il soit interactif, donc n'hésitez pas, vous avez un encart questions en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et au fil de l'eau, Laurent, je me permettrai donc de vous interrompre pour vous faire part des questions posées. Pour la connexion avec Livestorm, nous vous recommandons donc d'utiliser Google Chrome. Et si vous avez un problème avec le son ou l'image, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Donc écoutez, Laurent, je vous laisse prendre la main. Et puis voilà, je suis là pour toute question. Claire, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Alors je vois que vous, c'est normal ou je dois personne d'autre? Je sais pas si c'est normal. Ok. Bon. Oui. Écoutez, je vais essayer de me présenter assez rapidement. Je suis le CEO donc, de Velours International, qui est une société de gestion de risque et d'intelligence économique, qui est installée depuis 2008 en France et qui en 2011 a décidé de s'internationaliser et de s'installer notamment en Amérique latine, au Brésil, puis en 2013 en Argentine, en 2015 en Colombie, et qui désormais, entre l'Amérique latine et la France, travaille à peu près partout dans le monde. Donc, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai travaillé pour le gouvernement français, je suis parti dans le secteur privé, j'ai refait un petit retour dans le gouvernement français, je suis reparti dans le secteur privé à chaque fois pour assumer la direction de ces groupes. Nous, on est très spécialisé dans le management des risques et dans le renseignement d'affaires. Donc, effectivement, c'est un sujet, l'internationalisation des entreprises, qui nous préoccupe particulièrement, puisque depuis la création du groupe, on va dire que sur des zones un peu compliquées des pays à risque, on a accompagné plus d'une centaine d'entreprises, soit des entreprises déjà installées dont on assure le management des risques, soit des entreprises qui veulent s'installer dans des pays qu'on prend from scratch, c'est-à-dire du début jusqu'à la création de leur société et qu'on accompagne au cours de leur développement. Donc voilà un peu grosso modo, si après il y a des questions, j'y répondrai un peu plus précisément, mais c'est juste pour un peu situer à la fois la compagnie et à la fois mon parcours. Donc le sujet aujourd'hui, effectivement, l'idée c'était de parler d'internationalisation des entreprises, qui est un sujet évidemment, vu l'actualité en France, particulièrement intéressant, puisqu'on s'aperçoit que c'est un petit peu compliqué sur le plan parfois économique et financier, et que beaucoup d'entreprises cherchent des zones de rebond de croissance. Et il se trouve que ces zones de rebond de croissance sont souvent dans des pays effectivement à risque. Et donc, on peut pas y aller comme ça au doigt levé. Une internationalisation, c'est un peu comme une expatriation. Évidemment, ça se prépare. Donc, on va essayer de voir ça en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre très rapidement pourquoi c'est un enjeu central aujourd'hui, cette internationalisation. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les entreprises. Très important de parler du contexte où on en est aujourd'hui et pourquoi justement il faut particulièrement bien se préparer pour y aller de manière efficace. On va s'intéresser à un peu à la gestion de crise parce que on est dans un scénario de permacrise. Il y a des crises toutes les semaines quasiment aujourd'hui. Donc le stress des entrepreneurs est important et il faut qu'ils soient préparés et suffisamment agiles pour échapper à toutes ces crises, en tous les cas pour s'en sortir de la manière la mieux possible. Et ensuite, on va prendre un cas concret d'un exemple de pays à risque, qui est le Brésil, qu'on connaît particulièrement bien, puisqu'on y est installé depuis 15 ans et qu'on y accompagne beaucoup d'entreprises. Et l'idée, là, c'est de voir quelques exemples très concrets de sécurisation des investissements et comment on fait, quels sont les points justement d'attention que les entreprises doivent avoir pour s'installer dans un pays comme celui-là. Voilà. On attaque, c'est bon? Ou est-ce qu'il y a déjà des questions? Pour l'instant, non. Non, là, c'est tout bon. Oui, tout le monde nous entend, donc c'est parfait. Écoutez, donc internationalisation des entreprises, la question qui est assez simple, c'est pourquoi la gestion de risque est au centre de préoccupation des entreprises et quel est l'enjeu. Bon, aujourd'hui, c'est particulièrement clair encore une fois pour tout le monde. La prise de risque, c'est évidemment une question de survie pour les entreprises.
Si on n'en prend pas, si on reste un peu figé sur ses positions, on a des chances de peut-être plus être là demain, c'est-à-dire en gros de fermer son entreprise, parce qu'on n'est pas allé sur les bons marchés porteurs. Et si on prend trop de risques, et s'ils sont évidemment mal évalués, mal gérés, mal cernés, mal maîtrisés, bah, on n'est peut-être plus là non plus demain. Donc la gestion des risques, pour nous, vraiment aujourd'hui, on considère d'abord que c'est une fonction transversale, on va le voir, et ensuite c'est un peu le réacteur de l'entreprise, notamment encore une fois lorsqu'on décide de s'internationaliser et de s'exposer. Et qu'est-ce qu'on constate? Notamment chez les petites et moyennes entreprises, la première constatation que l'on fait, c'est que près de 50% des entreprises, des PME, n'ont aucun programme de gestion de risque en entreprise. Donc ça, c'est le premier constat. Et celles qui en ont, plus de 75% d'entre elles considèrent que leur programme n'est pas forcément adapté et considèrent mal maîtriser les risques, notamment les risques les plus aigus. Donc, si vous voulez, on est à la fois, et c'est ce qu'on va expliquer après, dans un contexte et un environnement à la fois exigeant et très complexe, où il faut toujours être plus rapide dans ses décisions et plus éclairé dans ses décisions, où il faut avoir une approche à la fois globale et transversale de ces sujets, et en même temps, on s'aperçoit que les entreprises sont pas vraiment préparées, et là où nous, comme professionnels aussi, on voit une très grande différence, c'est entre les grandes et les petites entreprises, et entre, par exemple, si on considère la France, entre Paris et la province. Si vous êtes une grande entreprise parisienne, pour tout un tas de circonstances locales, le fait que vous soyez peut-être confronté à des pratiques, peut-être que vous soyez confronté à des clubs de réflexion, peut-être que vous ayez des échanges peut-être plus soutenus ou des entreprises qui s'internationalisent plus, le siège de grandes compagnies, si vous prenez par exemple le quartier de la Défense, on voit que ces entreprises elles sont plutôt pas mal préparées. Et si vous allez sur une PME provinciale d'une ville de taille moyenne, là quand on va dans ces entreprises, on s'aperçoit qu'on part souvent de zéro, que rien n'a été prévu, que même le basique n'existe pas. Et c'est là que les risques sont existants, et j'en parlerai à travers des exemples concrets. On accompagne les entreprises qui malheureusement ont échoué à l'international, justement parce qu'elles n'ont pas vu, ce qu'il fallait faire, très en amont. Ça, c'est important de vous expliquer le contexte actuel. C'est ce qui va justifier un peu tout le reste. C'est pourquoi, justement, c'est un peu le cœur du système aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un petit peu les changements de paradigme auxquels on a été confronté depuis quelques années. Alors, je vais vous prendre, on va pas remonter à 50 ans en arrière, mais on va quand même aller sur les attentats du World Trade Center. Je sais pas si évidemment tout le monde s'en souvient, j'imagine. Tout le monde se souvient même normalement ce qu'ils faisaient ce jour-là, parce que ça a choqué effectivement le monde entier. Et ça a été pour nous en fait une première bascule. La première bascule, c'est de dire que d'abord ce qui a été effectivement un des objectifs des terroristes, ça a été les World Trade Center, et c'était le poumon économique évidemment américain. C'est Manhattan, c'est Wall Street, c'est la première puissance économique mondiale. Et en fait, ce qu'ont compris les entreprises ce jour-là, c'est que tout ce qui était effectivement les risques internes, ceux qui dépendent de la gestion et du management des entreprises, mais effectivement, ça c'était très bien géré, les entreprises s'en occupaient particulièrement. Et tout ce qu'on considérait être les risques externes, et notamment les risques terroristes, où aujourd'hui on parle de risques évidemment très forts géopolitiques, les entreprises s'attendaient à ce que l'État garantisse ces risques et s'en occupe. Et la première bascule, la première compréhension dans les entreprises, c'est que là on se prend des avions dans une tour, il y a plein d'entreprises, il y a 3000 morts. Et là, on se dit, écoutez, l'État, oui, il est faillible, et l'État, il sera peut-être pas toujours en mesure de nous protéger tout le temps. Donc, il va falloir qu'on internalise un certain nombre de missions. Il va falloir qu'on se préoccupe d'un certain nombre de sujets auxquels on se préoccupait pas avant. Et c'est un peu le début des directeurs sûreté, des directeurs de risque, qui avant, parfois, étaient un peu vus, on les mettait un peu derrière l'escalier, dans un bureau sans fenêtre. C'était un peu, sans être péjoratif, puisque je viens du secteur public, j'ai été à la fois militaire et policier, un peu le militaire ou le policier qu'on mettait là-bas, parce qu'il avait un peu le vernis à sécurité. Mais bon, il n'y avait pas forcément énormément de compétences, parlait pas beaucoup de langue étrangère, avait pas vraiment de connaissances du business, et on le mettait là un peu comme une espèce de garantie, quoi, une espèce de bon, ok,
ok, on a pris quelqu'un pour ce poste-là, et voilà. Là, on s'aperçoit quand même qu'il y a un rôle à jouer, un vrai rôle à jouer. Et donc, c'est ce que j'explique un peu plus tard, voilà, la prise en compte des risques externes et internes, et ces risques externes que l'État ne peut absolument pas totalement garantir. Donc ça, c'est une première bascule. Il y en aura d'autres qu'on va expliquer, et c'est important parce que c'est le changement de mentalité dans les entreprises et qui va amener à ce qu'on connaît à peu près aujourd'hui. Deuxième bascule, vous vous rappelez de la crise évidemment financière et économique de 2007-2008. Et là, c'est un autre sujet qui arrive en pleine phase, c'est que, je peux vous rappeler de Lehman Brothers ou de Enron, les grandes entreprises meurent. Donc là, en termes de gestion de crise, évidemment, on savait que les PME meurent, on en était souvent confrontés, on était là, on habitait quelque part en France, et puis on avait toujours évidemment vent qu'une petite entreprise d'un pote n'arrivait pas à payer ses factures et avait dû plier. Par contre, des entreprises qui régnaient sur la finance mondiale, qui étaient citées comme des références, qui étaient multimilliardaires, qui avaient des salariés qui recevaient des salaires à 6 chiffres aux États-Unis, les voir comme ça mourir et voir les images des gens qui portaient leur carton et qui sortaient du bureau, là, c'est un deuxième choc. Donc, on a le premier choc, c'est les risques externes. Attention, l'État est pas toujours là. Une crise financière où l'État même présent, il y a des entreprises qui ferment et même des grandes. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de maturation intellectuelle qui commence à arriver dans les entreprises. Donc, ce changement, c'est les entreprises meurent. Autre changement, alors je saute un peu évidemment les années, mais tout ça c'est un processus, donc ça se fait pas évidemment en quelques mois. Les entreprises commencent à s'équiper, elles commencent à mettre des directions, encore une fois, toujours plus robustes, avec du personnel toujours plus qualifié. Et puis évidemment on arrive en 2019-2020, j'imagine que tout le monde se souvient de cette période évidemment impactante, qui est la période du Covid. Ou la Covid, je sais jamais trop comment on dit, si c'est le ou la, mais bon. Donc, effectivement, là, c'est encore un nouveau changement. Le nouveau changement, c'est que du jour au lendemain, crise généralisée partout dans les entreprises, des bureaux qui ferment, des approvisionnements qui ne peuvent plus se faire, du jamais vu, à la fois économique, à la fois social, jamais vu, jamais imaginé non plus. Donc, quand on avait des plans de gestion de crise, ce scénario de pandémie généralisée n'avait été vu évidemment par personne. Et là, on repositionne encore plus que jamais la gestion des risques et la gestion des crises au centre de préoccupation des entreprises. Donc là, le CEO qui la vit tous les jours doit se reposer sur une équipe et doit la structurer, parce que maintenant que c'est arrivé, on imagine que ça pourra probablement se reproduire, et on a changé aussi de monde, donc on va le voir, on avait des terminologies qu'on utilisait à l'époque, le monde VUCA, aujourd'hui dans le monde banni, c'est des terminologies de consultants, mais bon, ça a quand même une petite signification, on va l'expliquer rapidement, et puis un scénario qu'on va définir après, qu'on appelle de permacrise ou même de permarisque, c'est-à-dire il y a 10-15 ans, quand on faisait des formations en gestion de crise, on disait aux entreprises, on avait fait dans le début des années 2010 des formations, et HEC avait fait l'étude, et on disait, voilà, une crise aujourd'hui va impacter en moyenne, c'était une moyenne, une entreprise tous les 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est une crise tous les mois, quand c'est pas 2 par mois. C'est ce qui a été défini en 2023 par International SOS, qui dépend de Contrôle Risque, qui est un des leaders mondiaux de la gestion et du management des risques. D'ailleurs, c'est un des créateurs, puisque c'est une entreprise qui est née dans la fin des années 90. Et qu'est-ce que c'est ce scénario de permacrise et de permarisque? C'est de dire, c'est un néologisme, permanent, et évidemment crise de crise. Et l'idée, c'est de dire que ça soit par leur répétition, par leur longueur, leur intensité, leur impact, en fait, le chef d'entreprise aujourd'hui, tous les jours, il y a une nouvelle qui vient impacter son activité. Donc là, j'ai mis quelques exemples qui étaient les définitions qui avaient été données en 2023, mais on n'en est pas sorti. C'est des guerres en Ukraine, en Palestine, etc. C'est des catastrophes naturelles, les incendies au Canada ou en Californie, des séismes en Syrie, en Turquie. C'est des conflits sociaux, des émeutes, grève des transports, et puis géopolitique, comme on peut le voir, une élection. 2024, il y a eu plus d'une 60aine d'élections dans le monde, avec des impacts sérieux. La France en a été la première victime, on s'est fait virer de plein de pays africains. On voit Trump qui arrive, on voit comment ça déstabilise un peu le jeu géopolitique international.
avec un focus effectivement sur un risque qui a été dénoncé. Alors là, j'ai mis un texte de Vincent Vauquelin qui a fait un passage chez nous et qui maintenant est directeur adjoint de la sûreté chez Suez, mais qui a repris aussi les bons mots de l'ancien ministre de l'économie et des finances, évidemment, Bruno Le Maire, qui avait dit aujourd'hui le risque économique majeur et le risque le plus important pour les entreprises est le risque géopolitique. Et j'ai pris un exemple des boycotts de produits de Danone ou de Carrefour, c'est en plus qu'on a traité nous dans l'entreprise, c'est-à-dire comment un conflit à plusieurs milliers de kilomètres peut impacter une entreprise. Et cet exemple, c'est quoi? C'est par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une image de soldats de Tsahal, donc de l'armée israélienne, en train de manger un sandwich avec à leurs pieds un sac avec le logo de Carrefour. Et là commence une vague médiatique, pas forcément très organisée, où on voit des gens, y compris en France, qui commencent à se filmer dans les magasins Carrefour et qui disent, je vous donne un exemple très concret, des gens qui vont en banlieue parisienne, une femme qui prend un cellulaire, qui se filme et interroge un salarié de Carrefour et lui dit, oui, ces dates, regardez ces dates là, elles viennent d'Israël, ces dates. Alors, le salarié, qui là, il sait même pas vraiment, il dit, bah oui, écoutez, ça doit être marqué dessus, sur l'étiquette, il regarde, oui, date d'Israël. Et là, elle se met à crier, elle dit, regardez, Carrefour est en train a du sang des enfants israéliens sur les mains en vendant des produits israéliens. Et la vidéo fait 1 million de vues. Et les magasins et plusieurs magasins de la banlieue parisienne sont vides. Et l'entreprise perd énormément d'argent. Donc là, un conflit qui est à l'autre bout du monde peut avoir un impact direct en France sur une société, dans un quartier parisien ou ailleurs. Ça a été le cas au Maghreb, Carrefour, Danone, plusieurs entreprises de la grande distribution en ont été victimes. Donc, là, évidemment, dans une entreprise, quand on est impacté par ça, il faut anticiper. C'est difficile, évidemment, à anticiper. Il faut regarder tout ce qui pourrait avoir une incidence. Donc, ces risques géopolitiques, c'est ces risques sur la réputation, qui sont des risques, évidemment, dont les chefs d'entreprise ont le plus peur. Avoir sa photo dans le journal, avoir son nom cité, et qui, effectivement, a des impacts économiques et financiers directs. Donc, quand on part sur ces... donc là, j'ai mis le International SOS, encore une fois, qui en 2023 sort une terminologie qui est reprise partout, qui est partout dans le monde, et qui arrive sur ce concept. Donc encore une fois, c'est un sigle, ça veut tout et rien dire, mais c'est en gros pour donner une grande tendance, c'est de dire, écoutez, VUCA, c'était une terminologie qui venait de l'armée américaine et qui était rentrée dans le monde de l'entreprise à travers des consultants. C'est volatile, c'est complexe, c'est incertain, c'est ambigu. Et là, quand arrive évidemment cette crise, notamment du Covid, on est dans un monde banni pour brittle, ça veut dire fragile, A pour anxious, anxiété, N pour non linéaire, et I pour incompréhensible. Donc, c'est l'idée, on va voir un exemple concret d'ailleurs avec le Covid, c'est l'idée que le monde n'est pas simplement instable, mais complètement chaotique. C'est complètement chaotique. C'est pas que c'est difficilement prévisible, mais c'est imprévisible. On n'arrive pas à prévoir ce qui va se passer. Donc effectivement, on en parlera après. Quand on parle de gestion de crise, qu'on parle de manuel de crise et qu'on parle de scénario qu'on met sur la table et qu'on essaye d'imaginer, par nature, quand on parle de l'imprévisible, c'est compliqué, quoi. Donc on expliquera. C'est pour ça qu'on expliquera pourquoi le facteur humain est très important et pourquoi il faut développer plutôt le facteur humain que forcément des process, parce que ce qui va faire la différence, évidemment, dans un monde imprévisible, c'est l'homme préparé et pas des papiers avec des livres dans lesquels sont écrits une solution miracle à une crise. Et ensuite, il n'est pas simplement ambigu, comme il était dans le monde VUCA, mais complètement, encore une fois, incompréhensible. Et donc, quand on rentre dans un exemple très très concret, qui est celui de la pandémie, et qu'on reprend cette terminologie, là je viens de faire un cours pour les ingénieurs, en fait on cache les réponses et on demande aux gens d'essayer de les trouver. Mais en gros, là on va vous les donner tout de suite, c'est plus simple. Mais globalement, c'est quoi? La fragilité, on l'a vu, c'est que aussi solide qu'on se croyait, quand il y a eu une crise comme le Covid, les gens ont pris en pleine face la fragilité du système économique et social et de santé français. On s'est aperçu qu'il n'y avait plus de lits d'hôpitaux, on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui étaient dans la rue, il fallait faire des hôpitaux de campagne avec des tentes, etc. Et donc, là, c'est un choc de réalité. Vous avez des crises aujourd'hui qui, par leur impact, vous met immédiatement en pleine figure la fragilité de votre infrastructure, la fragilité de votre entreprise, la fragilité, y compris là, dans le cas de la pandémie, y compris de l'État.
Donc c'est évidemment des crises à fort impact, et c'est là qu'effectivement tout le monde a pris un peu la résilience, évidemment, pendant cette crise. L'anxiété, évidemment, des crises où on croit qu'on va tous mourir, donc forcément ça crée une forte anxiété dont les impacts sont encore visibles aujourd'hui, puisque vous savez que dans les entreprises, il y a eu énormément de traumas post-Covid, de gens qui sont suivis, y compris par des psychologues, etc., d'entreprises ou des psychologues privés, parce que on s'est trouvé avec une crise où les gens se sont retrouvés confinés chez eux de manière imprévue, et tout le monde n'a pas supporté évidemment de la même manière. Une crise qui est non linéaire, parce que linéaire, on va d'un point A à B, donc il y a une espèce de logique à la crise. Et là, on l'a vu qu'il n'y en a pas du tout. C'était, on reste chez soi, on revient travailler, on retourne à la maison, on ne sait pas si c'est pour 2 jours ou pour 15 jours, on peut aller au restaurant, on peut plus y aller, etc. Donc c'est une espèce de yo-yo permanent. On voit pas tellement ni le début ni la fin. Et comme on l'avait mis, qui avait prévu qu'un jour on se retrouverait en pyjama, en télétravail, en train de faire de la poterie ou du sport à la maison, qui s'est bien développé, le home office, le sport pendant ce Covid, et qui a d'ailleurs continué. Et évidemment incompréhensible parce que vous vous souvenez, c'est la blague, voilà, on m'a recommandé tel médicament, c'est ma mère et ma sœur qui m'en ont parlé, il y en a une qui est avocate et l'autre qui est dentiste, et moi je suis médecin, et celle qui me donne des conseils, c'est que tout le monde est expert, tout le monde avait des avis sur tout, mais en même temps c'était une pandémie totalement incompréhensible, on pouvait avoir 2 MBA, 3 masters. Quelle limite à cette pandémie, où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'elle est mortelle, pas mortelle, la médication ou pas, dans quelles conditions, les vaccins, ça a été un débat permanent. Et ça ramenait tout le monde à un peu d'humilité aussi au final, parce que on a vu que même les plus grands experts pouvaient être discrédités à un moment donné ou confrontés à d'autres experts qui n'avaient pas la même opinion. Donc voilà, la pandémie nous a montré quand même les limites d'un modèle existant. Et en fait, l'idée là qu'on résume, c'est que on doit jongler un peu avec les balles que le sort nous réserve et nous lance. Et c'est un peu ce qu'on fait dans les entreprises maintenant quand on prépare les gens. C'est justement leur dire, voilà, à partir du moment où on est dans ce scénario, encore une fois, l'important c'est les soft skills. Oui, les hard skills sont importantes, l'expérience est aussi importante, mais on va rajouter aussi un certain nombre de soft skills, et c'est l'intégralité de tout ça qui va faire que vous allez être bien plus performant, agile et adaptable face à ces nouvelles crises dont on a du mal à dessiner les contours, et puis parce qu'aussi, encore une fois, elles sont permanentes et toutes les semaines, donc vous sortez à peine d'une crise où vous êtes en plein milieu d'une, qu'il y en a déjà une autre qui arrive. À penser aux inondations, des gens qui ont été inondés 3 fois en 3 mois. Imaginez une usine, une entreprise, il se rajoute là-dessus des problèmes réglementaires, des problèmes d'indemnisation, des problèmes de production, des problèmes de matières premières. Donc c'est un stress assez important. Donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ce constat, si les gens ont posé des questions, veulent poser des questions sur ce constat. Non? Ok. Donc on va continuer. On va s'intéresser effectivement à la gestion de risque, à la gestion de crise, en rappelant effectivement quelques points clés. Et là, qu'est-ce qu'on veut essayer d'expliquer? Encore une fois qu'on a dessiné ce scénario et qu'on a compris le monde dans lequel on vit, bon, vous le vivez tous les jours, donc vous n'avez pas appris grand-chose, mais c'est quand même l'idée de rappeler un petit peu tout ça. Tout le monde n'est pas non plus chef d'entreprise, et ceux qui sont chefs d'entreprise ont un impact aussi un peu parfois différent, le vivent un peu différemment. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, c'est d'ailleurs encore ressorti ce matin, record de fermeture d'entreprises l'année dernière en France, 70 000 entreprises enfermées, et là on est à plusieurs centaines d'entreprises par jour qui ferment en France. Donc on sait que c'est compliqué, et ce que je rappelle quand même pour être un entrepreneur, c'est que encore une fois, être entrepreneur, c'est prendre des risques. On est dans cette économie mondiale avec cette insécurité mondiale et ce scénario de permacrise. Si on s'internationalise, par définition, on sort un peu de sa zone de confort, on va dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément bien. On le verra à la fin quand on parlera, par exemple, du cas du Brésil et des problèmes interculturels. Alors, on va dans un pays, on va en Irak, on va en Libye, on va même en Espagne. C'est pas du tout la même mentalité qu'en France, et donc forcément, on s'expose d'une manière un peu différente. Et encore une fois, dans ce scénario de permacrise, comme on l'a mis, la question, c'est pas si une crise va nous impacter, mais c'est plutôt quand. Parce que la crise va vous impacter d'une manière ou d'une autre. Et je dirais même d'ailleurs, comme on est sur du scénario de permacrise, c'est pas que des crises de l'entreprise, c'est aussi des crises à titre personnel. C'est-à-dire que se cumulent quand on est chef d'entreprise d'ailleurs, et même salarié d'une entreprise, des crises à la fois de votre entreprise dans son activité, j'allais dire productive, et puis aussi à titre personnel qui se cumulent. Vous pouvez avoir un divorce en même temps qu'une inondation de votre usine, il faut gérer tout en même temps. Et c'est pour ça qu'on verra l'importance du facteur humain.
Et même dans ce scénario, je voulais juste faire un petit aparté de 2 minutes sur la résistance des organisations. C'est même, alors ça évolue un peu, mais nous, comme praticiens qui allons dans les entreprises et qui mettons en place des protocoles, formons des COMEX et le personnel en matière de gestion de crise, on voit quand même une résistance des organisations et malgré tout encore un petit défi culturel. Alors j'allais dire que depuis le Covid, ça a quand même un peu changé, mais il y a encore un peu quelques réflexes. Et j'ai mis 2 exemples. Le mythe du winner, c'est qu'en fait, on a encore un peu, parfois, vous voyez, Elon Musk, dont on parle beaucoup actuellement, du côté, si on écoute les gens, c'est quasiment lui qui a fait Tesla, quoi. Et on a l'impression qu'il n'a pas de salarié, qu'il est tout seul au sein de son entreprise et que le succès de son entreprise dépend que de lui. Mais en fait, une entreprise, pour ceux qui sont entrepreneurs le savent et ceux qui vivent dans une entreprise au quotidien, que c'est une aventure collective. Un CEO sans ses directeurs sert à rien, sans ses salariés sert à rien et peut rien faire parce qu'il faut bien des gens pour faire toutes les activités quotidiennes de l'entreprise. Et donc, quelle est la difficulté et les résistances qu'on a? C'est que parfois, on arrive dans l'entreprise, on s'assoit autour de la table et le type, c'est Bernard Tapie, quoi. Vous voyez, il a tout fait, il a tout vu, il a redressé la France, il a redressé son entreprise, il a créé de zéro, etc. Et nous, on lui explique qu'en fait, une crise, c'est comme un incendie, quoi. Il faut des pompiers, il faut des canadaires, il faut pouvoir avoir de l'eau, il faut des policiers pour barrer la route, il faut des volontaires pour vous aider, ou plutôt, c'est une aventure collective. Donc, gérer une crise, c'est une réponse aussi collective. C'est pour ça qu'on forme des groupes, on verra comment, de manière collective à répondre à la crise. Donc, on met cet exemple et d'ailleurs, on dit très clairement en réunion, on dit, écoutez, on comprend que vous soyez très centré sur vous, mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de préparer des équipes, on essaye de préparer des gens. Et en plus, on leur dit, ça vous servira pas que pour des crises, ça vous sert au quotidien, parce que quand les gens sont préparés, ils sont préparés pour tout et pour leur quotidien au sein de l'entreprise. Donc, c'est un bénéfice global pour l'entreprise. Et le deuxième exemple qu'on prend souvent, c'est le mariage et le divorce, parce qu'on dit souvent, la crise, il faut la préparer quand tout va bien. Donc, en gros, pour comprendre l'exemple du mariage, on me dit, bah, vous voyez, vous venez de vous marier, je viens vous voir, je dis, vous savez, il faut vous préparer au divorce. Je dis, attendez, je suis heureux, regardez, mon entreprise va bien, j'ai fait 15% de croissance cette année, etc. Et tout. Et on me dit, oui, non, mais attendez, vous pouvez divorcer. Alors, attendez, préparez quand même, prenez quelques bons réflexes, parce que si vous divorcez, si ça vous arrive d'un coup et que vous n'avez rien préparé, vous allez voir, ça va taper fort. Donc, c'est aussi ça, c'est l'idée d'aller dans les crises qui sont plutôt en bonne santé, où se passe plutôt tout bien, et qu'on peut peut-être même déjà géré quelques crises, et leur dire, non, on peut peut-être mieux se préparer, il y a peut-être des choses à faire plus pertinentes, on peut essayer peut-être d'améliorer un peu tout ça. Donc voilà un peu le contexte général. Alors, là je vous ai mis très rapidement, je regarde l'heure aussi en même temps, mais en gros, là je vous ai mis les étapes, on va pas en parler, mais c'est pour dire, c'est quand même un processus quand on fait des plans de gestion de crise. On prend des chefs de projet, c'est un projet transversal au sein de l'entreprise, on identifie les parties prenantes, on fait les premières réunions, on va faire tout le travail de management des risques, c'est-à-dire cartographier les risques, les identifier, les calculer, on va choisir des scénarios de réponse, on va élaborer des réponses, rédiger des manuels, organiser les cellules et former le personnel et acheter parfois même pour quand il y a par exemple des salles spécifiques dédiées, du matériel, etc. Et en fait, bon, tout ça c'est bien, mais si vous prenez ce que je vous ai dit avant, vous allez y voir une contradiction. Vous allez dire, ouais, c'est bien, on va préparer des scénarios, on va identifier les risques, mais vous venez de nous dire qu'on est dans un monde qui est imprévisible. Donc, par nature, si c'est imprévisible, on ne peut pas le prévoir, donc comment on peut l'écrire sur un papier? Et ben, c'est là, effectivement, qu'on dit, bah, écoutez, en fait, le plus important dans tout ça, c'est la fin, c'est la formation. Le reste, c'est quoi? C'est un livre dans lequel on va vous donner une manière commune de parler, dans lequel on va poser des mots et un langage un peu commun à son entreprise, dans lequel on va poser des procédures que tout le monde va connaître, mais c'est pas forcément ça qui va vous aider plus. Et d'ailleurs, on a eu le cas il y a très peu de temps avec une entreprise du secteur de l'hôtellerie très célèbre que vous connaissez forcément, que l'on accompagne, et qui a eu une crise. Et quand on discutait avec le directeur des risques, on a dit, écoute Laurent, tu sais, on n'a même pas ouvert les manuels, on a dû gérer ça, c'était d'ailleurs des inondations dans le sud du Brésil, et ils nous ont dit, tout a été inondé de manière totalement imprévisible dans des proportions incroyables, ça fait le tour du monde. Et il a dit non, on a dû gérer ça comme ça, presque à la levée, mais ça nous a bien aidé parce qu'on avait fait des scénarios avant et des préparations, mais là on a dû le gérer vraiment, on a vu l'importance d'avoir des gens formés sur cette gestion en temps réel, on n'a même pas vraiment eu le temps de se réunir pour gérer tout ça. Donc l'étape la plus importante, effectivement,
vous l'avez compris, c'est le facteur humain et c'est la formation de l'humain et c'est un peu le cœur du système. Donc, pourquoi c'est le cœur du système? Alors, normalement, on vous passe un film. Et qu'est-ce qu'on vous passe comme film? On vous parle on passe le film d'Apollo 13, qui est assez connu en matière de gestion de crise et qui consiste en quoi? Avoir une fusée qui doit aller sur la Lune avec des équipages et qui malheureusement a un problème technique. Et en fait, il faut essayer de ramener en vie les astronautes. Et on passe un film de 2-3 minutes où on voit une scène de gestion de crise. Vous avez le directeur de la NASA qui est là avec son équipe. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des chefs de projet. Et en gros, ils discutent de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour essayer de ramener en vie les astronautes. Et c'est assez intéressant parce que il y a tout ce qu'on va voir après. C'est que la première phrase qu'il dit, souvent on demande aux gens, pour vous, c'est quoi la phrase la plus importante qui a été dite? Et ça revient sur ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes, c'est que la première chose que dit le patron de la NASA, c'est forget the plan, oubliez le plan initial. On avait établi un plan, la fusée devait décoller, elle devait aller sur la Lune, c'était formidable, mais là c'est fini. Donc oubliez le plan initial, maintenant il faut se réinventer. Maintenant il va falloir réinventer une nouvelle manière de travailler, parce qu'on a des gens qui sont en train de mourir, et que si on ne se réinvente pas, ils vont mourir, et que ça va être une catastrophe pour la NASA. Donc en fait, qu'est-ce que c'est une crise, une gestion de crise, pardon, au final, c'est ce que je vous ai déjà dit un peu avant, c'est un peu tout ça en même temps. C'est des gens qui vont à la fois accumuler, alors là on a mis des proportions équilibrées, mais selon votre ancienneté, c'est évidemment pas des proportions équilibrées, parce que par exemple le know-how, c'est-à-dire votre expérience peut être relativement réduite si ça fait 2 ans que vous êtes dans la boîte, mais en gros, entre votre expérience, entre ce que vous avez pu acquérir lors de vos formations, c'est-à-dire les hard skills, et ce qu'on va pouvoir vous développer, et je vais vous montrer comment, les soft skills, vous allez avoir des gens qui sont suffisamment préparés pour faire face aux défis actuels. Parce que si on regarde bien dans le détail, qu'est-ce que c'est effectivement cette gestion de crise? Évidemment, c'est une vision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose en entreprise, vous avez un mort par un empoisonnement, voilà, scénario que l'on fait par exemple dans le secteur de la restauration, c'est un scénario classique, voilà. Une vision, comment on sort? L'impact va être très fort, atteinte à la réputation monstrueuse, notre entreprise, sa survie est en jeu, il faut quand même avoir une vision de ce que je veux faire à court ou moyen terme. C'est pas que de la gestion à la petite semaine, c'est quand même une vision. Donc là, si vous reprenez, je vais pas vous rappeler les couleurs, mais on est plutôt sur du soft skill. De l'écoute active. Donc là, c'est pas simplement, il va falloir, vous avez 15 personnes qui crient, vous avez des experts, 3-4 experts, parfois qui sont pas d'accord, il va falloir écouter tout le monde. Parce qu'à un moment donné, on le verra, il faut du leadership, il faut prendre une décision pour gérer cette crise. Donc c'est important d'avoir évidemment cette écoute active. Il faut avoir un sens de l'organisation. Ça peut pas être le bordel, encore une fois. Voilà, il y a une partie technique peut-être pour résoudre le problème, il y a une partie médiatique parce qu'il y a un plan de communication de crise, il y a une partie gestion du personnel, et il va falloir organiser tout ça. Donc il faut quand même des gens, évidemment, en capacité de faire ça. Encore une fois, animer une équipe, c'est aussi du leadership. C'est prendre des décisions, mais c'est aussi orienter les gens. Il y a peut-être l'organisation d'un certain nombre de choses à faire. Et il va falloir avoir évidemment ce leadership pour que les gens vous écoutent et le fassent comme vous l'avez évidemment demandé. Il va falloir collecter des informations qui va vous aider à résoudre la crise, qui nécessite, encore une fois, tout est lié, et qui nécessite aussi là de l'organisation. Évidemment, c'est un facteur déterminant, l'adaptabilité. Forget the plan, il faut retenir cette phrase. Comme on oublie le plan, il va falloir en faire un nouveau, et forcément, évidemment, faut s'adapter. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un événement là, avec une des directrices de LinkedIn. C'est aujourd'hui la qualité qui est plus recherchée dans le cadre du recrutement en France, aujourd'hui. L'adaptabilité et l'agilité. Voilà. Donc ça, c'est primordial. Si vous avez ce facteur-là, vous pouvez évidemment, comme un caméléon, changer de couleur en fonction des circonstances et des scénarios. Il va falloir prendre des décisions à tous les niveaux, que ce soit, encore une fois, le leader de l'équipe ou quelqu'un d'autre. Il y a tout un tas de décisions en chaîne à prendre. Il va falloir être évidemment créatif, puisqu'on a oublié le plan initial et qu'il ne sera pas écrit dans le manuel que vous avez rédigé, puisque par nature, encore une fois, les crises sont imprévisibles. Il va falloir être créatif.
Il faut évidemment de l'expertise. Donc là, dans le film qu'on voulait vous passer, à un moment donné, vous avez un ingénieur et on lui dit, mais écoute, les moteurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moteurs pour inverser, en gros, la gravité de la fusée? Et le mec explique, bah, je crois qu'on peut faire comme ça, comme ça. À un moment donné, il faut des experts. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que manager ou animateur d'une équipe, avoir toutes les compétences, mais il faut aussi des gens autour de vous qui aient ces expertises pour vous aider dans une sortie de crise. Il y a forcément du débat, il n'y a pas une solution, évidemment, miracle. Il y a forcément des discussions, des gens qui ont des opinions différentes. D'utilisation de technologie, parfois, et toujours plus. Hein. Bon, là, on va pas rentrer dans le détail, mais on voit aujourd'hui, hein, y compris même maintenant, donc il y a des outils de gestion de crise, y compris avec l'intelligence artificielle qui vous aide à améliorer parfois même la prédiction, etc. Et ça, c'est important, et je vais expliquer d'ailleurs pourquoi c'est important. Je vous donnerai un cas concret qu'on a eu un jour dans une salle de gestion de crise où le matériel ne marchait pas. Évidemment, du contrôle émotionnel. L'idée, c'est qu'on forme les gens à ce qu'il n'y ait pas de surcrise, parce qu'ils rentrent en panique et ils se mettent à pleurer et contaminent toute l'équipe, qui rentre dans un stress tel qu'ils sont incapables de prendre les bonnes décisions, de prendre tout court des décisions. Alors effectivement, on arrive un peu à la solution. Comment on fait pour travailler tout cela en entreprise? Et il y a cette phrase qui est un peu célèbre, c'est qu'évidemment, on n'apprend pas à faire du vélo en lisant un livre, quoi. Donc, si aujourd'hui on veut apprendre à gérer une crise, il va falloir être au plus près du réel. On apprend à faire du vélo comment? En tombant une fois, en tombant une deuxième fois, en perdant l'équilibre, en n'arrivant pas à monter dessus, puis on pratique, on commence à pédaler, au début on se laisse aller, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on fait du role-playing game, c'est-à-dire qu'on met les gens dans des situations au plus proche du réel. Alors ça reprend un peu cette phrase, évidemment, entraînement difficile, guerre facile. L'idée, c'est de ramener les gens au plus proche de la crise. Donc par exemple, au plus proche, c'est quoi? C'est réveiller en pleine nuit les membres d'un COMEX pour leur faire du role-playing game. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir encore une fois gérer des situations au-delà de la crise. C'est qu'ils sont chez eux à 3 heures du matin, on les appelle pour se réunir en salle, ils vont devoir gérer leur femme ou leur mari, selon si c'est une femme ou un homme qui est en train de dormir et qui peut croire qu'il ne retourne pas au boulot, leur enfant qui est en train de dormir, qui devait amener à l'école le matin, son rendez-vous chez le dentiste qui était prévu, il va devoir gérer tout ça, parce que dans une vraie crise, c'est ce qui va se passer. Il va falloir gérer aussi tous les à côté. C'est pas que la crise d'entreprise, vous avez aussi une vie, vous avez aussi des engagements. Peut-être vous partiez en vacances le soir même, une crise arrive dans l'entreprise, il faut tout réagender et ça fait partie aussi de la gestion de la crise globale. On va travailler évidemment tous les retours d'expérience qui sont très importants et que l'on a synthétisé dans un cycle, analyse, on fait les stratégies, on met en œuvre les réponses et puis après on fait tourner tout ça, c'est les retours d'expérience, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, etc. Et évidemment avec ce concept de droit à l'erreur, hein, pourquoi l'aviation est le moyen le plus sûr, parce que le droit à l'erreur n'est notamment pas sanctionné, c'est l'idée de favoriser les gens à ce qu'ils puissent parler ouvertement des erreurs qui sont commises pour que ça serve à d'autres. Et c'est ce qu'on fait dans l'aviation, c'est pour ça que c'est un des moyens les plus sûrs au monde, c'est que les pilotes, quand ils font une erreur, ils la rédigent, ils la repassent, et ce qui sert dans les simulateurs de vol pour les autres pilotes, à s'entraîner. Et donc une erreur sert à tous. Et l'idée, c'est un peu ça. Comme on dit souvent en formation, on dit progresser, c'est changer d'erreur, quoi. C'est-à-dire qu'on en commet une, si on l'a compris, on la commettra plus, mais on va sûrement commettre une autre, et c'est pas grave. Si on fait rien, évidemment, il y a que ceux qui font rien qui commettent pas d'erreur. Donc l'idée, c'est de pouvoir évidemment favoriser ce droit à l'erreur. Et pourquoi on fait du role-playing game en entreprise? Parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Edgar Dale, ça date des années 50. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par l'action. Donc ça, on le sort à chaque cours. Hein. D'ailleurs, j'ai fait, je vous l'ai dit, des cours d'école d'ingénieur, management des risques, et je leur dis, celui qui apprend le plus, c'est le prof. C'est pas le type qui est assis sur son pupitre, parce que si vous êtes sur un cours magistral, votre taux de rétention des informations au bout de 2 semaines, c'est 5%, c'est-à-dire 0. C'est rien. Donc, si je vous fais un cours magistral, que vous êtes assis sur votre pupitre et que je vous fais pas lire, je vous montre pas des vidéos, on fait pas de débat, on met pas sur la table des exercices, etc., vous allez avoir un taux de rétention entre 5, 15, 20%, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez rien retenir. Donc, pourquoi on fait du role-playing game? Parce qu'on fait jouer les gens, on les met en situation, on les déstabilise, on fait des inputs, donc on fait passer des faux scénarios, des fausses vidéos. Donc là, je peux pas passer de vidéo, mais sinon j'aurais passé des vidéos qui sont montées avec des vrais journalistes, mais qui sont des fausses vidéos, pour justement mettre les gens dans des scénarios complètement dans le réel.
réel et leur faire pratiquer tout ça et pour qu'ils en retiennent un certain nombre d'enseignements pratiques pour la suite de leur aventure entrepreneuriale ou au sein de leur entreprise. Donc, on a vu le scénario général. On a vu comment on faisait pour former les gens en matière de gestion de crise, on va dire au long cours, parce que ces scénarios, il y a des niveaux. On peut commencer avec des niveaux très basiques, on peut mettre un peu un scénario sur la table à discuter, puis on va dans des systèmes toujours plus évolués, en fonction du niveau de maturité des gens avec qui on travaille, évidemment. Et ensuite, écoutez, une fois qu'on a à peu près fait ça, et que l'entreprise décide de partir à l'international, alors des fois on fait ça pendant qu'ils sont à l'international, mais des fois on fait ça avant, parce qu'on leur dit, écoutez, vous allez sur des zones critiques, des zones compliquées, c'est bien que vous soyez éventuellement formés avant. Et dans ce cas-là, ensuite, les gens vont s'installer dans le pays, et là on les accompagne des fois de from scratch, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à la création d'une société. Donc, je vous ai pris l'exemple du Brésil, qui est un pays à risque, évidemment, pour vous expliquer un peu ce qu'on fait et ce qui est important, éviter avec des exemples très concrets. Alors, ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Le basique, c'est quoi? Évidemment, c'est des risques pays bien évalués. Il n'y a rien de pire que de vouloir transposer un modèle d'un pays à un autre. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Là, je vous prends l'exemple, par exemple, d'un cimentier très connu, il n'y en a pas 50, qui installe sa cimenterie à côté de favela, sans vraiment avoir évalué d'abord la taille de la favela, ensuite les risques liés à cette communauté, on appelle ça des comunidades aujourd'hui, des communautés, et qui se fait évidemment brûler ses camions tous les soirs, mais c'est pas des camions qui valent 10 000 euros, c'est des énormes machines qui valent 50 000, 100 000 euros. C'est ce magasin de la grande distribution très connu aussi qui met ses magasins au pied de communautés tenues par des milices et qui prend évidemment pas le soin de faire une espèce de travail en RSE pour savoir qu'attendent ces miliciens et qu'est-ce qu'ils vont faire et quel est leur impact réel sur ce magasin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand ces risques pays sont pas bien évalués, ensuite, quand vous devez mettre en place un certain nombre de mesures, souvent le coût, évidemment, est exorbitant. Parce que s'ils avaient été évalués avant, on aurait pu les anticiper, on aurait déjà pu préparer un peu le terrain, on n'aura peut-être d'ailleurs pas choisi ce lieu d'implantation. Or, parfois, on voit des entreprises même énormes qui, pour des raisons de coût, achètent des terrains dans des lieux totalement inadaptés. Donc ça paraît incroyable, pourtant c'est des grandes entreprises, mais on a eu des dizaines de cas. Et on a même eu des cas de terrains qui ont été achetés, qui n'ont jamais pu être utilisés parce que les risques ont été mal évalués et le terrain est encore aujourd'hui à la propriété de ces grandes marques, mais il est vide et sera toujours vide parce que leur terrain est inexploitable pour tout un tas de raisons. Donc il faut évidemment faire un travail en amont d'évaluation des risques et qui doit, c'est un peu comme un entonnoir, risque pays, risque de la région où vous imaginez peut-être vous installer. On peut faire d'ailleurs des études sur plusieurs régions. Puis petit à petit, on va jusqu'à la commune où vous allez, puis le terrain que vous comptez acheter. Et là, on voit un peu tout ce à quoi vous pouvez être confronté. Et c'est là qu'on prend une décision finale, évidemment. Du personnel formé, donc là aussi, on les forme évidemment au risque pays, mais aussi on les forme en matière interculturelle. Rien de pire. On l'a connu par exemple au Brésil. Vous avez un Allemand qui vient au Brésil ou un Hollandais et qui part au bout de 6 mois. Parce que par exemple au Brésil, si c'est pas que le mot non n'existe pas, les gens ils disent toujours oui. Donc il dit écoutez, vous savez faire ça? Oui, je sais le faire. Le type sait pas le faire, il vous dit oui parce que culturellement on dit pas non et que en fait culturellement on dit oui, mais en fait il faut savoir lui en dire le oui. C'est peut-être un non mais le type va essayer de chercher une solution parce qu'il veut pas vous décevoir et voilà. On fait pas, par exemple, de retour objectif à des salariés. Si vous dites à quelqu'un, et ça m'est arrivé au début, écoutez, votre rapport est nul, la personne se met à pleurer. En fait, ça se passe pas comme ça. On fait pas de restitution objective des travaux comme on pourrait le faire en France où les gens sont habitués à ce que vous soyez assez direct et objectif sur les résultats. Vous dites non, écoute, ton travail est excellent. Par contre, je crois qu'on pourrait peut-être faire quelques rectifications. Donc tout ça, c'est très important parce que ça fait partie du succès ou pas de votre aventure. Des politiques adaptées au Brésil et au pays dans lequel vous allez, donc là c'est l'exemple concret du Brésil, et des coûts budgétisés en amont. Je vais vous prendre un exemple de la grande distribution dans le sport. Évidemment, il n'y a pas 50 marques, qui vient s'installer au Brésil au tout début et qui a une politique mondiale de gestion des risques. Encore une fois, ça revient un peu au point 1.
Et en gros, leur politique, c'est de mettre des agents non armés dans leurs magasins parce que c'est cool et que c'est du sport. Et nous, on leur dit, bah non, ça marchera pas au Brésil parce que c'est un des pays où il y a le plus de délinquance au monde et vous allez faire piller vos magasins. Évidemment, ça loupe pas. Le directeur des risques vient dans le pays et pendant qu'il est là, il y a un magasin notamment très grand qui se fait piller, qui venait d'ouvrir, des agents séquestrés, etc. Et donc, quel est le problème? Le problème, c'est que là, il faut mettre des mesures urgentes de contention de la crise et le coût de ces mesures est plus important que la rentabilité des magasins. Donc, si ça n'avait pas été un grand groupe, probablement cette aventure brésilienne se serait arrêtée là. Or, il se trouve que c'est un grand groupe qui a eu les moyens pendant des mois de payer une sécurité à des coûts exorbitants pour pouvoir revoir toutes ces politiques et réadapter tous ces magasins au risque du pays. Donc là aussi, attention à ça. J'ai mis aussi la loi de la co-responsabilité. Ça existe dans plusieurs pays en voie de développement. C'est qu'en gros, vous êtes co-responsable comme vos prestataires de services de tout ce qu'il fait. Si par exemple, vous prenez un prestataire de service et qu'il ne paye pas ses salariés, il ne paye pas l'URSSAF, il ne leur paye pas les droits, s'il fait faillite, c'est vous qui payez la facture parce que les salariés portent plainte contre vous. Vous auriez dû vérifier, comme dans le cadre de la loi Sapin en France, par exemple, et qui concerne plutôt les grands groupes, mais il y a des pays où ça concerne tous les groupes, même les tout petits. Vous êtes une petite PME de 10 personnes, vous avez un prestataire de service, entre guillemets, fait de la merde, bah, vous devez payer la facture à la fin. Et ça, il y a des gens qui l'ont même pas imaginé et même pas vu en allant s'installer. Et puis, bizarrement, quelques semaines ou mois après, un procès tombe, et là, des factures énormes à payer. La tropicalisation du management, c'est qu'il faut comprendre aussi la culture de l'entreprise. Vous allez dans certains pays, vous mettez 3 personnes locales ensemble sans contrôle de gestion, c'est comme si vous faisiez un cartel des fraudes, quoi. C'est-à-dire que les gens, par exemple, au Brésil, la corruption privée n'existe pas. Donc payer des rétrocommissions aux gens, c'est tout à fait normal. Bah, pas pour vous. Et pas pour vous si vous êtes un grand groupe soumis à des lois anticorruption comme Burberry, FCPA ou loi Sapin 2. Donc bah là aussi, il faut bien comprendre pour pouvoir mettre à des postes clés des managers qui vont faire de la pédagogie. Et tous ces points sont liés. Il va revenir au point, c'est-à-dire formation du personnel, va revenir au point des risques bien évalués. Il va dire, attendez, il y a des pratiques qui sont plus possibles. Il va falloir les interdire. Ah bon, d'accord. Du renseignement évidemment économique, donc KYC, KYP, KYI, c'est connaître vos employés, connaître vos prestataires de services, connaître vos clients. Bah parce que là aussi, vous êtes dans des pays où culturellement, créer de la dette, c'est pas trop un problème, la dissimuler encore moins, et vous êtes là un peu lapin de 6 semaines, et puis vous allez racheter une boîte qui a des millions de dettes dissimulées dans des États non informatisés au fin fond d'un pays comme le Brésil ou ailleurs, ou en Asie ou ailleurs. Donc, ça devient aujourd'hui vital pour maîtriser vos risques de connaître votre environnement. Et l'environnement, c'est pas que la politique macro, c'est pas que les politiques économiques du pays, c'est aussi tout votre écosystème, tous les gens qui sont autour de vous, y compris vos salariés. Aujourd'hui, nous, on a une blague, hein, je suis désolé, je la fais, ça fait pas rire tout le monde, mais on dit c'est plus la peine de fêter le 1er avril, les gens mentent tout le temps, toute l'année. Donc, en gros, quand on prend un CV aujourd'hui qu'on l'épluche dans le cadre d'un travail de KYI, c'est-à-dire Know Your Employee, bah, les 3/4 des CV sont fous. Le type se dit directeur régional, il était directeur local, il s'invente un MBA qu'il n'a jamais eu, etc. Donc à partir du moment où on est dans ce contexte un peu, voilà, où en plus aujourd'hui avec l'IA on peut faire des faux diplômes, on peut s'inventer des vies, etc. Il faut faire ce boulot indispensable, qui aujourd'hui n'est pas très coûteux, avec des bases de données dont on a à disposition, y compris parfois publiques ou semi-publiques, et qui donnent des informations très précieuses sur du report crédit, des informations financières, capitalistiques, etc. Et ensuite, et ça c'est le dernier point, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais en gros, c'est des partenariats forts. C'est qu'en gros, nous on dit aux gens, inventez pas des métiers, laissez-nous faire notre métier. Nous, on vous assure de la tranquillité dans vos affaires. Concentrez-vous sur votre business. Il y a des gens qui vont gérer le reste. Voilà. Et donc, tout ce qu'on voit là, ben, il y a des gens qui sont spécialisés. Aujourd'hui, quand on s'internationalise, il faut des bons avocats, il faut des bons comptables, il faut des entreprises d'intelligence économique, il faut tout un tas de partenaires, une boîte d'importation, il faut tout un tas de partenaires qui connaissent, des sachants, des professionnels pour vous accompagner, pour vous puissiez vous concentrer sur le reste. Parce que si vous voulez tout faire, ben, vous ferez rien. Et on a le cas d'une fameuse marque de robe de mariée qui, par exemple, est venue dans un pays en voie de développement et le CEO nous a dit, ben moi, j'ai installé des magasins en Inde, en Chine. On lui a dit, oui, mais attendez, ici, c'est autre chose. Donc, c'est pas l'Inde, c'est pas la Chine. On sait que c'est aussi des pays compliqués, mais chacun a sa complication. Ben, il n'a jamais ouvert un magasin. Il n'a jamais réussi.
parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris, voilà, sur l'influence, par exemple, la communication d'influence qui est nécessaire pour accélérer son process dans certains pays, et qui se passe pas comme en France. En France, il y a des process, voilà, il y a des pays, il n'y a pas de process. Il n'y a même pas de process d'État. Donc, c'est du relationnel, c'est de l'influence, c'est des contacts privilégiés, et tout ça, ça se nourrit. Si vous commencez de zéro, que vous n'avez aucun contact, vous allez mettre 5 ans à les avoir. Et donc, vous ouvrirez jamais vos magasins, parce que vous n'avez probablement pas le cash pour tenir 5 ans avec une structure sur place, sans avoir un magasin ouvert, sans avoir une licence d'exploitation, sans pouvoir importer les biens et sans pouvoir les vendre. Donc, faites appel à des gens qui savent le faire, et vous allez gagner en cours d'apprentissage, en expertise et en temps. Voilà, je crois que c'est terminé, je ne me souviens plus. Ben voilà, écoutez. Ouais. Justement, il y a une question, Laurent, qui vient d'être posée par Laetitia. Vous m'entendez? Oui, très bien. Okay. Et du coup, Laetitia vous demande, pouvez-vous expliquer l'intelligence économique? Bah écoutez, globalement, en résumant, nous, ce qu'on fait en matière d'intelligence économique de manière générale, ça consiste à quoi? C'est à la fois de la captation d'informations, c'est-à-dire on récupère de l'information en source ouverte, on dira en source semi-ouverte, ou parfois un peu fermée, notamment ce qu'on appelle les verbatims, c'est-à-dire en gros des entretiens que l'on va mener parfois sous prétexte pour obtenir des informations sur des sociétés ou des personnes. Et donc toute cette collecte d'informations nous aide à vous éclairer et à aider votre prise de décision. Donc ça, c'est un volet de l'intelligence économique, c'est vraiment le volet « je récupère de l'information » qui va vous aider à mieux comprendre avec qui vous allez vous relationner, ce que vous faites, le pays dans lequel vous allez être, les interlocuteurs en face de vous. Et après, il y a un autre volet qui est un volet plus de protection en matière d'intelligence économique et qui consiste à l'inverse, à vous protéger de cette captation d'informations. Donc c'est à la fois quelque chose d'actif, mais aussi de passif, et qui consiste à dire, attendez, vous êtes dans un pays où il y a des risques, par exemple, pour vos technologies, votre innovation, etc. Et on va faire un petit travail d'intelligence économique pour connaître vos concurrents, pour connaître des gens qui pourraient s'intéresser à ce que vous faites, pour bien les identifier en amont, pour pas que vous fassiez piéger par des fausses demandes ou des fausses approches, etc. On va vous protéger, vous allez aller sur des salons, on va protéger vos informations et vous former à ce que vous ne communiquiez pas sur des informations qui finalement sont stratégiques et importantes pour l'entreprise. Donc voilà un peu à quoi ça correspond cette idée d'intelligence économique en résumant. Merci Laurent. On a une autre question d'Alain. Y a-t-il une collaboration inter-États pour supporter les risques externes? Les États partagent-ils ces risques? Là, vous l'avez dans le chat. Alors, effectivement, je vais regarder dans le chat. Tac. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais effectivement, pour les risques externes, il y a évidemment une coopération, sauf des États qui sont en conflit, mais des États, vous voyez, si je prends par exemple l'exemple du Brésil dont on a parlé, la France, par exemple, vous êtes une entreprise française, elle est au Brésil, il y a effectivement une coopération au niveau institutionnel entre les services diplomatiques, de justice, de police. Et en quoi ça peut vous être utile? Ça peut vous être utile parce que quand vous êtes une entreprise française qui va s'installer à l'étranger, il y a un passage obligé qui est celui d'aller voir le chef du service économique de l'ambassade, ça peut être Business France, ça peut être même l'ambassadeur pour lui expliquer votre projet, votre installation, etc. Et eux peuvent vous repasser un certain nombre d'informations ou vous inviter à des événements qu'ils organisent régulièrement sur les risques du pays. Je vous donne un exemple très concret. La semaine prochaine, nous allons animer au consulat de France à São Paulo le comité consulaire de sécurité qui consiste effectivement à exposer aux directeurs de sûreté et de risque des entreprises françaises au Brésil un état des risques actuels. Donc là, une fois par an, le consulat ou l'ambassade organise cet événement. Les entreprises envoient des représentants et nous, on est appelés, comme boîte privée, spécialiste du secteur, à expliquer comment on peut faire. Hein, voilà. Et ce à quoi il faut faire attention. Parfait, je pense que vous avez répondu à la question. On a aussi Pierre Oui, c'est ça, voilà. Quelle est votre expérience sur l'accompagnement à l'internationalisation d'entreprises occidentales? Alors aujourd'hui, en développement, aujourd'hui, on appelle ça l'advocacy. Effectivement, c'est une des demandes que l'on a le plus fréquemment et de manière assez récurrente. Alors on appelle ça du lobbying, c'est le nom un peu péjoratif, le lobbying. Mais en gros, c'est des actions qui consistent à comprendre, à faire du mapping parfois et à comprendre
quels sont les enjeux de pouvoir dans un pays, c'est-à-dire ne pas perdre son temps en allant parler avec des gens qui en fait ne vous apporteront rien dans votre développement industriel et commercial. Donc je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes une entreprise agricole aujourd'hui, vous avez besoin d'un certain nombre d'agréments pour pouvoir vendre vos produits ou vous installer dans un pays. Et parfois on va parler à un organisme, à une personne pendant des mois en croyant que c'est la bonne personne, mais cette personne ne vous aide à rien et vous faire perdre votre temps. Et nous, notre boulot aujourd'hui, c'est parfois de mettre sur table une carte, par exemple d'un ministère, et de dire, bah, écoutez, c'est telle et telle personne qui finalement ont beaucoup plus à vous apporter que celle avec qui vous parlez aujourd'hui. Et nous, on peut même vous obtenir des rendez-vous avec cette personne. Et donc là, c'est tout un travail, effectivement, on appelle ça du lobbying, on appelle ça de l'advocacy, de contact et de relationnel. C'est pour ça que c'est important de se reposer sur des gens qui connaissent bien le pays, qui ont des réseaux et sur place, parce que notamment dans les pays en voie de développement, on voit bien que c'est comme ça que les problèmes vont se résoudre. C'est-à-dire qu'on va voir le bon interlocuteur, vous dire, attendez, vous vous trompez là, ça c'est pas du tout le bon sujet. Il faut plutôt aller sur cet axe-là, rencontrer telle personne, et vous allez gagner un an, quoi. Et ça, c'est très utile. On voit des entreprises qui se perdent parfois des années dans des chemins parce qu'ils ont mal identifié les interlocuteurs ou les gens avec qui il fallait discuter. Très bien, merci Laurent. Vous avez des remerciements de Marco Alves. Oui, que je connais très bien. Merci Laurent, mon mentor. Voilà. Oui, qui est en Afrique maintenant et qui a commencé avec nous au Brésil il y a très longtemps, ça fait 20 ans. Donc, Marco, j'ai vu qu'il y a des gens, je suis sur LinkedIn, donc si les gens ont mon nom, ils devraient retrouver effectivement, ils peuvent me contacter en message sur LinkedIn, hein, je suis sur LinkedIn, à mon nom, il n'y a pas de pseudo, c'est ma photo, vous devriez me reconnaître. Ou alors vous passez, je sais pas, est-ce qu'on peut taper, je peux mettre un mail ici. Je vais essayer de mettre un mail ici. Et là, vous avez aussi des coordonnées de l'IFG, voilà, pour si vous avez aussi d'autres besoins. En tout cas, mais merci. Bon, merci Laurent. On est à votre disposition. Alors attendez, j'essaye de... tac. Où est-ce qu'il est le chat? Parce que je crois que le mail s'est pas mis en entier. Ah, il y a une... Vous avez fermé le chat? Parce que j'arrive plus à écrire. Non. Non. Ah, pardon. Non. Comme... Voilà. Un grand merci. Vous avez le mail, s'il y a des gens qui veulent avoir plus de précision et tout. Mais en gros, voilà. Hein, oui. Il nous reste 2 minutes, je crois. Mais pour résumer, les gens, je pense, ont compris le scénario. Les gens ont compris comment il fallait se préparer, à mon avis, et c'est important qu'ils n'y aillent pas en pensant que le bon sens c'est suffisant, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut des vraies compétences techniques, des vrais soft skills, une vraie expérience. Et ensuite, vous avez pris votre décision, vous voulez y aller. L'importance de se préparer, de ne pas passer à côté de quelque chose, parce que je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, y compris de boîtes incroyables que vous connaissez, qui n'ont jamais pu s'installer dans certains pays par manque d'humilité, par manque de préparation, en voulant transposer un modèle d'un pays à un autre. Et nous-mêmes, on a commis l'erreur, puisque quand on est allé, par exemple, en Colombie, et qu'on a ouvert notre filiale en Colombie, on a voulu transposer un modèle brésilien, et c'était une erreur. Voilà. Parce qu'on n'a pas su, justement, capter des différences culturelles très importantes, une influence américaine très importante en Colombie qu'il n'y avait pas au Brésil, et d'autres facteurs locaux, la paix avec les FARC qui avait fait une bascule de milliers de personnels du secteur de la sécurité publique, de la sécurité privée, et en fait ça a été un échec pour nous, pour ces raisons-là. Donc on apprend aussi de nos erreurs. Donc aujourd'hui, quand on en parle avec connaissance de cause, ou parce qu'on l'a vécu, ou parce qu'on a accompagné des centaines d'entreprises dans ce secteur-là. Voilà, je crois que vous savez tout. Ok. Bah, super, hein. Merci beaucoup Laurent. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Je vois que Rebecca, voilà, qui vous remercie également. Bah, merci à vous. Écoutez, merci Laurent, merci à tous nos participants connectés. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'approfondir les sujets. Nous sommes à votre disposition. Donc merci à tous et puis bonne journée. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.